Seul le bourdonnement ambiant de l'entrée atmosphérique et le sifflement de la pression hydraulique rompaient le silence oppressant de la capsule en descente. Les mains gantées sur les genoux, Elena Navarro était assise, fixant le grand panneau de verre au-dessus de sa tête. La haute stratosphère était maculée comme des échymoses par les nuages tourbillonnants orange et violet de calcette. Même les cadets intergalactiques aguerris murmuraient à propos du crépuscule qui s'infiltrait déjà sur la planète. C'était l'inconnu pour elle, et elle ne sous-estimait jamais l'inconnu. Sa présence était rarement reconnue par ceux qui l'entouraient. 10 cadets extraterrestres, tous diplômés des élites de leur pays d'origine, apportaient des ajustements de dernière minute à leur module de survie et à leur armure climatique. Son costume, en revanche, semblait rudimentaire. Des couches de polymère cousu sans membrane adaptable, rétroaction IA interne, ou rembourrage thermique. Seulement parce qu'elle avait insisté pour le transporter depuis la Terre, un qui était fait pour des missions analogiques sans dépendre de la technologie, l'Académie l'avait autorisé. C'était absurde pour les autres. Derrière elle, elle avait entendu le murmure des jumeaux Euro, leurs regards échangés et leurs langues claquant. La connotation était évidente. 3 nuits ne suffiront pas pour l'humain. Une voix autoritaire crépita. 2 minutes pour l'entrée en surface. Les relevés de l'atmosphère correspondent aux paramètres d'entraînement. Commencez à stabiliser l'oxygène et préparez-vous pour le déploiement à basse température. Peu de gens ont osé vivre la longue nuit d'Evans. Le soleil ne se lèverait pas pendant 500 heures après que la planète se soit éloignée de son axe équatorial. 20 jours terrestres ou plus d'obscurité. La température peut descendre en dessous de -200°C. La planète a été sélectionnée pour l'entraînement à la survie parce que même l'absence de vie pouvait être fatale, non pas à cause de ces espèces, qui étaient essentiellement inexistantes. Avec un bruit de grincement lourd, la capsule de descente atterrit, glissant sur des rochers couverts de glace avant de se verrouiller en position contre une pente escarpée. La rampe émet un sifflement. Saisissant les poignées de corde, Elena émergea en dernier, posant le pied sur la glace sèche et dure qui entourait le fond du canyon. Bien qu'elle soit un peu plus légère que sur Terre, elle pouvait immédiatement sentir le changement de gravité. Chaque respiration était sèche et métallique dans l'air raréfié. Flottant au-dessus d'eux, le drone instructeur déclara « Déploiement terminé ». Les abris doivent être construits par eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup de fournitures. L'utilisation de la technologie est autorisée dans les limites de la régulation passive. Durée de l'essai, 5 chevaliers de Calion. Le signal de sauvetage retentira à la fin du cycle. Vivre ou mourir. Les extraterrestres se sont divisés en groupes, chaque cadet courant vers des dépressions et plateaux adjacents où la couverture naturelle pourrait agir comme une barrière isolante contre la chaleur. Elena prit son temps. Elle fit un pas. De étranges échos résonnaient dans l'immense air alors que ses bottes brisaient le sol cristallin. Au-dessus, les étoiles brillaient comme des piqûres de glace alors que le ciel devenait de plus en plus sombre, passant à un profond cobalt. Elle se dirigea vers une petite grotte qu'elle avait remarquée en descendant. La roche semblait suffisamment noire pour impliquer une rétention de chaleur, avec un côté incliné pour dévier le vent. Elle est entrée et a touché les murs. Parce qu'elles sont poreuses et d'origine volcanique, elle pourrait retenir la chaleur s'il y en avait. Elle déroula sa couverture de survie terne et métallique et sortit un petit paquet pas plus grand qu'un cartable. Pas grand-chose, mais assez pour garder son corps au chaud. Elle jeta un coup d'œil à la glace en déballant ses instruments. La glace était différente de ce à quoi elle était habituée sur Terre. C'était plus cristallin et réfractait la lumière du ciel, presque en émettant une lueur bleue, plutôt que de réfléchir la lumière de la même manière. Elle expira doucement en ramassant une écharde et en la portant près de sa bouche. La glace siffla, la surprenant. Il est resté solide. Il a réagi. Sous pression, une fine brume s'échappa de la surface comme de la vapeur, et la surface devint légèrement opaque. Son front se plissa. La sublimation n'était pas ça. La conversion en gaz, c'était ça. Elle a mis le fragment dans son sac à main après l'avoir enveloppé. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas négliger les choses que les autres rejetteraient, mais il était trop tôt pour savoir ce que cela signifiait. Le vent à l'extérieur commença à se lever. Juste de l'action, pas de son. Ici, même la brise semblait antiseptique, sans poussière ni parfum. Grimpant une petite montée, elle observa la zone. Elle pouvait distinguer la silhouette élancée de Ricon, le cadet Alary, à l'ouest. C'était un être reptilien de grande taille avec une température corporelle basse et des épaules inclinées. Il était venu confiant, voire arrogant, car son espèce provenait de mondes glacés.
L'intérieur de son abri, qui ressemblait à un igloo fait par l'homme, était déjà illuminé. Une tente hexagonale en polymère tendu avait été érigée par les jumeaux Euro, des frères insectoïdes au torse triangulaire et au mouvement fluide, qui s'étaient rassemblés près d'un ensemble de flèches dentelées plus loin. Elena retourna à sa grotte. Elle a construit un brise-vent en pierre qui était juste assez haut pour dévier les rafales. Juste la couverture et ses propres vêtements superposés, pas de feu ni de source de chaleur pour l'instant. Préservant ses provisions, elle ouvrit une barre protéinée et mâcha lentement. Des heures passèrent. Dès que l'orbite de Calcette a complètement disparu dans l'ombre, la température a chuté brusquement. À la 3e heure de la tombée de la nuit, le thermomètre affichait 146 décès. Elle tenait à peine son costume. En utilisant un pavé tactile, elle enregistrait péniblement ses données tout en se forçant à rester éveillée. Niveau de lumière ambiante, pression du vent et densité de la glace. Elle bougea ses doigts gantés de manière rigide. De petits nuages de souffle se formaient à l'intérieur de l'écharpe couvrant son visage. Puis vint le hurlement. Les animaux n'étaient pas la source. Les champs magnétiques de la planète interagissaient avec le vent. Des ondes sonores qui hurlaient à travers les montagnes et s'enfonçaient comme des griffes dans les canaux auditifs. S'appuyant contre le mur de la grotte, elle enfonça de la mousse dans ses oreilles. Les coupures de courant ont commencé à ce moment-là. La lumière du dôme de Ricon scintilla à travers le canyon puis disparut complètement. Les abris extraterrestres s'éteignaient un à un, comme des étoiles arrachées du ciel. Elle en connaissait la signification. Ce soir, la menace cachée de Calcette, les pics électromagnétiques, a été activée. Toute la technologie artificielle qui reposait sur un bouclier plasma ou une puissance stockée était désormais détruite. L'air froid lui coupa le souffle en sortant. Les jumeaux essayaient frénétiquement de rétablir les lignes brisées à travers la crête. Alors que son costume court-circuitait et que de la vapeur s'échappait de son unité de torse, un autre cadet titubait sur la glace. Elena resta immobile en regardant autour d'elle. Personne n'avait anticipé cela. Ils avaient compté sur des systèmes sophistiqués parce qu'ils croyaient que la complexité était la source de la supériorité. Elle jeta un coup d'œil à ses mains, qui étaient revêtues de gants thermiques rudimentaires cousus à la main avant le voyage. Auparavant, elle en avait honte. Il ressemblait maintenant à une armure. Elle sortit le fragment de glace cristalline de son sac et le porta à son visage. Encore une fois, elle souffla dessus. Cette légère vapeur, ce même sifflement. Des étincelles apparurent lorsqu'elle brisa doucement le bord sur une pierre. Son pouce accéléra. Peut-être pas encore, pensa-t-elle, si cette glace réagissait à l'air et à la pression. Il est trop tôt pour essayer. Cependant, le froid qui durerait des semaines commençait déjà à affecter les autres. Et elle avait découvert quelque chose de potentiellement combustible. Dehors, l'obscurité avait atteint un point où elle était émotionnellement et visuellement oppressante. Avec un court filament de carbone dans une main et un éclat de cristal brisé dans l'autre, Elena s'agenouilla à l'entrée de la grotte. Alors qu'elle fixait le verre de feu fragile, sa respiration sortait par saccades. Elle n'avait pas de combustible au sens traditionnel, pas de source d'ignition, et aucun moyen de savoir si la glace étrange brûlerait de manière gérable. Malgré sa brièveté, l'étincelle qu'elle avait vue plus tôt avait été authentique. Il n'y avait aucune illusion dans cette réaction. De plus, aucune étrangeté sur Calcette ne pouvait être considérée comme une coïncidence. Une lueur faible jaillit à nouveau des profondeurs du canyon puis disparut. Une autre source d'énergie ne fonctionne pas. Bien que ce ne soit pas encore généralisé, la panique grandissait sous la surface. La majorité des cadets continuaient de croire que la défaillance du système n'était que passagère. Leurs outils reprendraient, leurs combinaisons redémarreraient et le réseau de sécurité se réinitialiserait lorsque les tempêtes se seraient calmées. Alina savait mieux, cependant, ayant été témoin de l'échec de suffisamment de systèmes dans des circonstances difficiles. Il n'y avait aucun système à attendre si leur cœur de puissance avait été brûlé par des surtensions électromagnétiques. La seule option était de survivre, en utilisant toutes les méthodes rudimentaires disponibles. Elle est retournée dans la grotte et a gratté une section du sol jusqu'à ce qu'elle puisse voir de la roche sombre et sèche sous le givre. Elle a installé un foyer rudimentaire, empilé les fragments cristallins qu'elle avait rassemblés, et les a recouverts d'une couche de film d'urgence déchiqueté. Elle plaça ensuite le filament sur le tas et le fixa à son générateur à manivelle, qui est son seul outil d'étincelle analogique et conçu pour s'enflammer dans un environnement riche en oxygène. Selon les normes de l'Académie galactique, la technologie était obsolète. Les reliques étaient des bouées de sauvetage ce soir-là,
bien que la plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'une relique. Les engrenages cliquetaient au bout de ses doigts engourdis alors qu'elle commençait à tourner prudemment la manivelle. Dans le filament, la statique s'accumulait. Elle la laissait tomber vers la glace jusqu'à ce qu'il commence à s'illuminer d'un léger orange. Au début, rien ne se passa. Ils ne remarquèrent pas le murmure aigu des cristaux, qui ressemblait à de la vapeur contre du métal. Elle fit la moue, rétracta le générateur, changea l'angle et réessaya. Il y eut un petit bruit sur le troisième essai. Pendant un instant, l'un des bords du cristal s'est embrasé en rouge, puis il s'est arrêté. Elle poussa le générateur plus fort que prévu en augmentant la vitesse de la manivelle par frustration. Un cristal qui avait été brisé le long d'une couture de pression fut frappé par l'une des étincelles volantes. L'éclat a craqué bruyamment et s'est brisé en une étroite explosion de chaleur qui a envoyé une vive lueur violette dans la grotte. Elena leva instinctivement le bras et recula. C'était une preuve, mais l'explosion n'avait pas été assez forte pour causer des dégâts. Preuve volatile que la glace pouvait prendre feu dans les bonnes circonstances. Sa poitrine battait au rythme de son cœur. Elle ne rêvait pas. Il y avait une certaine instabilité chimique dans ces cristaux. À l'intérieur, des gaz comprimés réagissaient aux variations de température et à l'oxygène. Les cristaux, qui étaient probablement composés de composés d'hydrogène comprimé ou d'hydrate de méthane extraterrestre, avaient la structure de packs de carburant naturel et étaient inactifs jusqu'à ce qu'ils soient brisés et révélés. Elle nota mentalement la conduite et la catalogua. Elle pourrait être capable de maintenir une combustion contrôlée si elle pouvait établir une séquence d'allumage stable. C'est une source de chaleur, pas un feu ouvert. Une qui n'était pas dépendante du plasma ou de l'électronique. Un qui ne pouvait pas être détruit par les interférences magnétiques. Dehors de la grotte, des pas crissaient. Elle se figea automatiquement et attrapa la pierre qu'elle gardait près du mur. Une grande silhouette se matérialisa à la porte. Grand et large d'épaules, avec une peau ridée et une démarche subtilement reptilienne, ils ne sont pas humains. Vekon apparut, sa respiration lourde, son corps affaissé. Des fils traînaient sur la glace tandis que son armure de survie pendait de son torse dans un désordre noir et flasque. Il resta silencieux. Il la regarda simplement, puis la surface de granit où la lueur s'estompa lentement. Sa voix était tendue et basse lorsqu'il dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a pointé les éclats disposés sur le sol. « Je pense que cette glace brûle, murmura-t-elle doucement. Selon Vercon, mais c'est instable. Une mauvaise étincelle, et ça s'enflamme comme de la poudre à canon. » Il s'approcha, ses lourds pas résonnant dans l'espace exigu. « Mon scaphandre est mort. Pas de signal, pas de chaleur. D'ici, j'ai vu de la lumière. Je croyais que votre système pouvait encore être fonctionnel. » Elle secoua la tête. « Je n'ai que des outils qui ne dépendent pas de ce que tu as apporté, je n'ai pas de système. » Il a ri doucement sans protester. Il choisit de s'asseoir lourdement contre le mur lointain à la place, se tortillant alors que le granit froid touchait son dos. Elle l'observait, la teinte bleutée commençant à apparaître sous les écailles de sa mâchoire. Même pour une espèce habituée aux températures froides, l'hypothermie se développait rapidement. « Aide-moi à collecter plus de cristaux, ajouta-t-elle, et il cligna des yeux. Ceux qui ont des fractures internes. C'est eux qui mettent le feu aux choses. Sans assez de matière à travailler, je ne peux pas tester leur temps de combustion. » Il fit une pause, puis hocha la tête. Le vent était plus vif maintenant, coupant à travers même les combinaisons superposées, et ils rassemblèrent des dizaines d'éclats, les mettant doucement dans des pochettes en tissu pour éviter une rupture prématurée, et sortant ensemble dans l'obscurité, en faisant attention de rester près du périmètre de la grotte. Elle lui montra comment reconnaître le bon type de glace, celle qui réfractait la lumière interne avec un léger halo. Lorsqu'il revint, la respiration de Vercon s'était ralentie et ses mouvements étaient lents, alors elle lui dit de s'enrouler dans la couverture de survie pendant qu'elle poursuivait ses expériences, cette fois avec une disposition différente, en éloignant les cristaux les uns des autres, en les incrustant dans des creux peu profonds dans la roche, et en contrôlant l'apport en oxygène en entourant partiellement l'espace de dalles de pierre. Les mains d'Alena picotaient, mais elle se concentra uniquement sur le travail. Le temps se brouilla. Ça fonctionnait, pensa-t-elle en tournant à nouveau le filament, et cette fois-ci, il s'enflamma lentement, non pas avec une explosion mais avec un sifflement régulier qui se transforma en une flamme bleue étroite, comme un brûleur à gaz à faible intensité. La chaleur irradiait vers l'extérieur, suffisamment chaude pour faire fondre la couche extérieure de givre sur ses gants, et elle regarda avec émerveillement. Vercon,
les yeux à peine ouverts, la regarda. « Comment as-tu su ?»« Je ne savais pas, dit-elle. » La flamme brûla pendant 12 minutes avant que les cristaux ne se transforment en une fine cendre grise, pas longtemps, mais assez pour savoir que cela pouvait être répété si elle pouvait accumuler suffisamment de fragments de combustible et construire un espace plus clos. Je n'ai fait que regarder. J'ai fait attention. Il hocha faiblement la tête, mais elle ne pouvait pas dire s'il était d'accord ou épuisé. Un coup sec retentit à l'entrée de la grotte, et une autre silhouette apparut, plus petite, avec des membres grêles et un cou délicat, l'un des jumeaux Euro. Elle n'avait pas encore les outils pour réguler le flux d'air et isoler la chaleur, mais son esprit était déjà en train de s'emballer, faisant des plans, créant des esquisses dans sa tête. « Elena Navarro, dit-il, la voix cliquetante, en entrant, tremblant, les antennes frémissantes. Nous avons vu de la lumière. » Elle jeta un coup d'œil à Vekon, puis de nouveau à l'alien, et ne répondit pas tout de suite. Le froid s'infiltra à nouveau dans ses os, et sa main resta suspendue près du générateur. Elle avait allumé un feu avec de la glace, alors maintenant la question était, qui le laisserait-elle s'en approcher? Le jumeau Euro se tenait au bord de la grotte, tremblant, son carapace recouverte de givre fragile qui scintillait comme du verre brisé, ses grands yeux composés, normalement opaques, reflétant maintenant la faible lueur bleue de la flamme mourante à côté d'elle, et il avança hésitamment, frottant ses bras supérieurs avec deux de ses membres secondaires tandis que sa paire principale tenait un panneau thermique à moitié déchiré. Sa main était toujours sur le générateur à manivelle. Elena leva une main vers eux deux, un geste silencieux et fort qui arrêta le moment. Qui d'autre le sait? Vercon avait réagi à la voix du jumeau, déplaçant son poids avec effort et se redressant, la couverture de survie tombant de son épaule. Sa respiration était encore lourde, mais ses yeux étaient plus clairs maintenant. Elle interrogea le jumeau. Tenny tressaillit avec de faibles pulsations électriques alors que le jumeau inclinait légèrement la tête. « Mon frère a vu la lumière, dit le jumeau. Nous l'avons dit à Kelly et peut-être à une autre personne. » 5. Puis la flamme n'était plus un mystère. Elena regarda la pile de fragments cristallins qui restait, juste assez pour une seconde ignition. M du secteur Toik. Elena expira doucement. L'Européen fit une pause, nous pouvons aider à en rassembler plus. Votre méthode fonctionne. Elle étudia son visage. La désespérance a un langage corporel universel, la façon dont il se penchait en avant, les pas en arrière prudents quand elle ne répondait pas immédiatement. Peut-être un tiers si elle les espaçait correctement et superposait les pierres à nouveau, mais pas assez pour 5. Elena tendit à nouveau la main vers les éclats, mais il se précipita immédiatement à l'intérieur, se blottissant près de Vrien, son exosquelette cliquetant faiblement alors que la chaleur atteignait ses articulations gelées. Elle pouvait voir les fines fractures se former le long de sa carapace extérieure à cause du froid. Il ne passerait pas la nuit dehors. Après en avoir choisi seulement 3, elle les plaça dans la chambre de combustion improvisée, resserra le flux d'air plus qu'auparavant, ajouta quelques bandes de tissu déchirées pour prolonger la combustion, et tourna la manivelle lentement et précisément. Cette fois, l'allumage fut plus doux, un murmure bleu propre et bas, et la chaleur était modeste mais suffisamment constante pour réchauffer la pièce et commencer à dégeler les doigts et les pensées. Il ferma les yeux et murmura, « C'est comme un rêve. » Chaleur dans ce monde, dit-elle sans répondre. Elle sortit son carnet et commença à écrire à nouveau, estimant la longueur de la brûlure et calculant combien de fragments chaque cadet aurait besoin si elle devait établir un emploi du temps complet. Elle savait que, à moins d'avoir des centaines de cristaux, il n'y avait aucun moyen de maintenir un feu permanent. Le jumeau européen l'a imité, je vais aider à en rassembler plus. Cela signifiait une chose, des missions de collecte. Dangereuse. Je l'ai déjà fait, dit Elena d'un ton plat, et je ne vais pas utiliser une combinaison avec des systèmes grillés. Tu ne peux pas sortir tant que tu ne t'es pas rétabli. J'irai, gronda Vircon. Tu vas geler là-bas tout seul. Le tien te tuera plus vite que le froid. Elle a fait ses bagages rapidement, emportant une corde, un sac à éclats et un pied de biche pour briser les cristaux plus profonds. Dès qu'elle sortit, le froid mordit immédiatement à travers ses vêtements. Le vent était revenu, tranchant à travers les canyons comme des rasoirs. Son souffle se figea sur son écharpe en quelques secondes, mais elle continua à avancer car elle savait où aller. Les cadets extraterrestres étaient restés principalement sur les crêtes peu profondes de la tranchée glaciaire qu'elle avait vue plus tôt, qui semblait n'avoir pas été dérangée. Elle s'aventurait plus profondément, et la tranchée se profilait devant elle comme la gueule d'un prédateur, noire et scintillante. Elle glissa prudemment, les bottes crissant contre des fragments de glace aigus, et le silence était profond.
Ses doigts se raidissaient, et elle les fléchissait constamment, faisant tourner les muscles sous les gants, connaissant les signes de l'hypothermie de stade 1. Même le vent semblait se museler. Elle arriva à la base et se mit au travail, enfonçant le pied de biche dans les fissures, extrayant éclat après éclat, examinant chacun pour la bonne structure interne. Une ombre se déplaça au sommet de la tranchée, humanoïde, mais plus grande, plus large, puis elle tomba. Elle remplit 2 sacs, pensant que peut-être 20 minutes de plus suffiraient avant que sa coordination ne faiblisse. Elle se retourna pour remonter, mais un grattement guttural bas venant d'en haut l'arrêta. Elle se figea, les yeux plissés. Elena fit une roulade et se releva alors que la silhouette s'écrasait sur la glace à l'endroit où elle se trouvait, mais c'était Kels, un énorme brute à 4 bras du système Vulneri, une espèce élevée pour le combat, et il se déplaçait comme un tank avec des freins cassés, rapide et imparable. Des cristaux se brisèrent autour d'elle, et son sac à bandoulière s'ouvrit en grand, des éclats glissant sur le sol gelé. Nous partageons ce que nous rassemblons. Il s'était lancé. Elle n'a pas réfléchi. Elle s'est baissée, laissant sa masse l'entraîner en avant, puis a attrapé le pied de biche et l'a frappé à l'arrière de son articulation de jambe. Il hurla, s'effondrant sur un genou. Elle n'a pas attendu. Ses yeux étaient grands ouverts, fous de froid et de désespoir. « Tu as trouvé quelque chose, grogna-t-il. Tu as du feu. Donne-le. » Elle tint bon. Lorsqu'elle atteignit le sommet, elle fit tomber un rocher lâche sur le bord, et il dégringola, s'écrasant contre lui, et le bruit de l'impact et de la glace qui se fissurait emplit l'air. Elle attrapa son sac, ramassa les éclats qu'elle pouvait, et courut en haut de la pente, la respiration brûlante dans ses poumons. Il la poursuivait, mais il était plus lent maintenant, blessé et lourd. Puis il y eut le silence. Elle ne s'est pas retournée. Elle saignait d'un coude et ses doigts ne ressentaient presque plus rien. Verirk s'est précipité pour la rattraper alors qu'elle tombait, et l'euro a enveloppé la couverture autour de ses épaules. Kels a tenté de prendre la cachette, mais elle murmura, il est désespéré. Peut-être que les autres le seront aussi. Ils travaillèrent rapidement, empilant des pierres à l'entrée de la grotte jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une étroite ouverture pour ramper. Elena a dressé la liste des éclats qu'elle avait récupérés, notant que la moitié avait survécu à la chute, assez pour quelques brûlures de plus. Alors que la nouvelle flamme s'élevait, elle vacillait en bleu contre les murs de la grotte. Vercon hocha la tête avec gravité. Alors, nous devons fortifier cet endroit. Il y avait plus d'ombre dans la nuit dehors, certaines frappant doucement, d'autres pas, mais personne n'entrait à moins qu'Elena n'ouvre la porte. G avait allumé le feu, et maintenant elle devait gérer qui il réchauffait. À mesure que la température baissait, la grotte se remplissait de quelque chose de non dit, de dépendance, plutôt que de fumée et de bruit, et l'entrée ressemblait désormais plus à une barricade qu'à une porte. Le mur extérieur était renforcé avec des dalles de roche, de glace et d'obsidienne empilées jusqu'à hauteur d'épaule, et Elena avait réduit l'ouverture à un espace de rampement, juste assez large pour qu'une personne puisse se faufiler si elle était invitée. Chaque soir, avant de commencer la prochaine combustion contrôlée, elle vérifiait elle-même le périmètre, et le froid devenait de plus en plus intense, s'insinuant plus profondément sous sa peau, peu importe le nombre de couches qu'elle portait. À l'intérieur, l'air était devenu plus chaud, mais plus lourd, la chaleur des feux de glace ne pouvait plus passer rapidement à travers la pierre, le givre ne se formait plus sur leur souffle, la fine couche de condensation sur les murs avait commencé à goûter, mais elle était réticente à laisser quelqu'un d'autre faire les inspections, elle avait besoin de savoir qui entourait leur abri, et à quel point chaque visiteur avait l'air désespéré. Avec une seule flamme allumée à la fois, chacune chronométrée pour un cycle de moins de 20 minutes, c'était un équilibre délicat, et les flammes devaient être espacées avec soin pour ne pas consommer trop de cristaux trop rapidement. Les cristaux duraient plus longtemps maintenant qu'elle les avait recouverts de poussière minérale récupérée des parois de la tranchée, ce qu'elle appelait le saupoudrage, et cela aidait à stabiliser le taux de combustion. 8 êtres occupaient maintenant la grotte, et Vercon était devenu le gardien, filtrant les demandes d'entrée sans permission, juste en commençant, et Elena ne l'avait pas arrêté. Les jumeaux Euro assistaient à la séparation des éclats et à leur organisation en clusters de stockage, triant le carburant instable du carburant actif. La plus récente addition était M du secteur thalorique, une créature aux yeux de verre et à la peau pâle, dont la peau translucide brillait faiblement lorsque le feu se reflétait contre ses veines. Les jumeaux travaillaient en silence, se déplaçant comme des ombres miroirs aux côtés opposés de la chambre. Elle était arrivée au bord de l'effondrement, mais Elena avait été témoin de sa récupération presque anormalement rapide. Maintenant, Emen était assise à l'écart des autres, observant silencieusement chaque mouvement, son silence déstabilisant.
Elena n'avait pas bien dormi depuis 2 nuits, ses doigts constamment engourdis, son dos douloureux à cause du sol en pierre, mais c'était la tension, pas le froid ou l'épuisement, qui l'empêchait de dormir. Après le 3e jour, des murmures ont commencé. Bien qu'elle ne les dirigeât pas officiellement, tout le monde agissait comme si elle le faisait, et le leadership invitait toujours au défi. Argument silencieux entre Vercon et Monsieur, débat silencieux entre Leroux et Calais. Un cadet au corps de serpent qui avait été le dernier à entrer. Chaque voix devenait plus audacieuse quand Elena ne regardait pas. Trop de gens comptent sur ton feu, continua-t-il, bientôt quelqu'un essaiera de le contrôler. Elle hocha la tête en silence en se préparant à allumer la prochaine fournée ce matin-là. Je sais, ajouta-t-il. Tu dois le rendre clair. Tu es plus qu'un simple allumeur de feu. Vous êtes aux commandes. À prendre en considération. En y réfléchissant. Elle se tourna vers lui et dit, si quelqu'un essaie de revendiquer l'autorité, je veux que tu les arrêtes. Pas avec la violence. Juste les arrêter. Elle avait espéré que la survie suffirait à les rassembler, mais elle commençait à réaliser ce que Vercon savait déjà, la chaleur seule ne pouvait pas maintenir les gens ensemble. La confrontation est venue plus tôt qu'elle ne l'avait anticipé, et au 4e soir, alors que les vents dehors hurlaient comme du métal criant et que la poussière de glace fouettait les murs, M s'est levée de son coin, ses longs doigts enroulés autour d'un éclat brisé qu'elle avait aiguisé. Le geste était subtil mais délibéré, et elle dit, « Et s'il n'écoute pas, alors je m'en occuperai. » Les brûlures électriques sont inefficaces. Elena leva les yeux de son bloc-notes. Ils sont mesurés, et la formule fonctionne. M inclina la tête. Alors peut-être que la formule doit changer. Elle s'avança au centre de la grotte, directement à côté du sac de carburant stocké. Nous devons discuter du rationnement, murmura-t-elle doucement. Tu brûles pendant 20 minutes. Je pense que 12 minutes seraient suffisantes. Le silence qui suivit était tranchant. Peut-être que tu protèges ta position plus que notre sécurité. Elena se leva et dit, le feu n'est pas seulement pour la chaleur. Il contrôle la condensation, empêche le gel interne, et empêche les murs de se fissurer. Si vous descendez en dessous du seuil, la grotte commence à perdre de la chaleur. Elle n'a pas cligné des yeux. Elena s'avança et leva la main alors que Vercon bougeait, disant, tu penses pouvoir faire mieux? Elle fit un hochement de tête hésitant. Alors, fais-le. Elena continua, ouvre le sac, prend 3 éclats, et fait un pas en arrière. Brûle pendant 12 minutes. Montre-moi. Elle hésita, puis s'agenouilla et plaça soigneusement les cristaux, les saupoudra légèrement, et inséra le filament. Elena lui tendit l'outil à manivelle, et Mine travailla calmement et méthodiquement. L'allumage s'est déclenché proprement, et la flamme a pris vie avec un sifflement. C'était magnifique, même alors qu'un arc bleu brillant se déployait en spirale et se stabilisait. La chaleur était suffisante pendant 8 minutes, et à 11 minutes, la flamme commença à vaciller. Mine ajusta à nouveau la poussière et resserra le flux d'air. Emen a reculé trop tard, le côté de son visage s'est noirci, l'éclat de sa peau s'est estompé, et puis, à 11 minutes et 20 secondes, le fragment central a éclaté, un craquement aigu a résonné dans la chambre, et une gerbe de cendres a explosé à travers la grotte. Elena avança sans dire un mot, se pencha, nettoya les restes, et ralluma elle-même le prochain ensemble. Le dommage avait été fait, non pas au visage de M, mais à la pièce délicate. Cette nuit-là, tandis que Vercon montait la garde à l'entrée, Elena restait éveillée près de la flamme, esquissant de nouveaux designs de circulation de l'air. Mine était assise en silence, sa posture basse. Elena ne se vanta pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde en avait été témoin. Tu n'es plus seulement la gardienne du feu maintenant, murmura Kalira, tu es la loi. Kira s'approcha lentement, son long torse enroulé étroitement pour se réchauffer. Elena ne répondit pas parce qu'elle craignait secrètement que ce soit vrai, et elle n'avait aucun intérêt à gouverner, mais la survie avait un prix, et maintenant elle exigeait de lui quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé, l'autorité. Le feu derrière elle éclata, envoyant des étincelles vers le ciel. Ce n'était plus simplement un feu, il s'était transformé en trône. Pendant des heures, Elena resta immobile, fixant la dernière flamme bleue vacillante au sommet des pierres brûlantes, tandis que les autres étaient soit endormis, soit faisaient semblant de l'être. Vérican était allongé près du mur, droit, mais les yeux fermés et son large cadre encore partiellement illuminé. Même M, dont la fierté ne s'était pas encore guérie avec sa joue brûlée,
était allongé silencieusement près de l'entrée, les yeux ouverts mais sans focale, tandis que les jumeaux Euro étaient recroquevillés en face de lui dans des poses presque identiques, leurs antennes repliées et immobiles. Seul Kali bougeait maintenant, son corps serpentiforme se déplaçant de temps en temps pour réenrouler le tissu thermique autour de ses longs membres. Elle resta silencieuse. Elle avait observé le changement de pouvoir sans opposition. Elena sentait la pression dans sa poitrine augmenter chaque heure, non par peur ou même par épuisement, mais par une certitude silencieuse et lancinante que la structure qu'elle avait construite ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Le stock était presque vide, même si elle et Viron sortaient en alternance pour en collecter davantage, il ne resterait que 4 éclats combustibles, enfouis sous une couche de poussière près de son matelas de fortune. Les tempêtes à l'extérieur étaient devenues si violentes que la visibilité était tombée en dessous d'1 mètre. Les dunes de glace avaient poussé plus haut que la plupart des cas des aliens, remodelés par un vent implacable et des particules chargées statiquement qui collaient à la peau comme du feu. Elle savait ce qui s'annonçait. La décision était prise pour elle. Dans les heures précédant l'aube de Calcette, la grotte tremblait avec une profonde pulsation basse fréquence qui se propageait à travers la pierre comme un avertissement, et elle se demandait si elle pouvait les guider vers quelque chose de mieux avant que la grotte ne se retourne contre elle-même. Les jumeaux se redressèrent brusquement, tennis complètement droits, et les yeux de Vercon s'ouvrirent instantanément, et Elena se tenait silencieusement et marcha vers l'entrée, où le bref tremblement était suffisant pour faire s'effondrer à mi-chemin l'étroite ouverture qu'elle avait taillée et renforcée avec des pierres, ne laissant qu'une ouverture de la taille de son avant-bras. Emen s'approcha d'elle, silencieux et accroupi. « Ça a commencé », murmura Merne. Elena la regarda. Qu'est-ce qui a causé le changement de chaleur? Le froid qui s'infiltrait était bien plus intense qu'auparavant. Ce n'était pas simplement de l'air, mais une aspiration, comme si la planète elle-même tirait la grotte vers l'extérieur. D'une voix creuse, Mine déclara « Les cycles tectoniques de Calcette. Le pôle magnétique se plie toutes les 70 heures. Tu veux dire que la glace réagit au feu ?» Elle hocha la tête. Vous n'avez pas seulement survécu à la tempête, vous avez changé l'équilibre. Elena ne discuta pas, elle n'avait ni le temps ni l'énergie de discuter des théories. Elle se retourna vers les autres et leur fit signe de s'avancer. Nous partons, dit-elle en plissant les yeux. Vos feux, ils ont attiré le changement. Les jumeaux Euro rassemblèrent leur équipement sans poser de questions, et Vircon se redressa immédiatement. Seul Kali hésita. Où irons-nous, dit Kira, à un terrain plus élevé. Le froid est pire qu'avant. Elena répondit, la glace s'effondre ici. Pendant la descente, la tranchée à l'extérieur de la crête orientale était protégée. Nous pourrions y arriver si les tempêtes n'ont pas trop bougé. De plus, Kira a insisté. Alors nous brûlons chaque dernier éclat que nous avons et nous mourrons à découvert, dit Elena en la regardant droit dans les yeux. C'était suffisant. Personne d'autre n'a rien dit. Ils ont fait leur bagage rapidement. Le feu n'était pas éteint, et Elena tenait le générateur et les sachets de fragments contre sa poitrine avec 2 couches de rembourrage. Vroen noua les sacoches dans sa cape. L'ascension était rude, l'air coupait à travers ses vêtements, ses articulations lui faisaient mal, et ses lèvres se fendillaient jusqu'à saigner. Vekon menait le groupe, son corps s'écrasant sur les bancs de neige et les congères gelées. Elle laissa le feu brûler au fur et à mesure, sa dernière flamme vacillant dans une roche en forme de crâne creusé. Elle ne se retourna pas. Les jumeaux Euro restèrent proches l'un de l'autre, se soutenant avec leurs nombreux bras lorsque les rafales de vent menaçaient de les faire tomber sur le côté. M a failli tomber 2 fois, mais Elena a attrapé son bras et l'a tiré sur ses pieds à chaque fois. Aucune d'elles n'a rien dit, et au moment où elles sont arrivées au sommet, le ciel avait commencé à changer, pas le soleil encore, mais autre chose. Elena cligna des cils croûtés et leva une main gantée, voyant une lueur argentée juste à la lisière du monde au-delà de la ligne de tempête. L'horizon pulsait d'une lumière faible, non pas de chaleur mais de promesse. Elle tomba à genoux, épuisée, les bras tremblants, et alors elle le vit, un petit éclat triangulaire scintilla au-dessus de la colline la plus proche, puis se divisa en 3 formes distinctes. Tu nous as gardés en vie, dit Vercon en se tournant vers elle, son visage dur mais ses yeux incroyablement doux. Tu nous as gardés en vie, dit-il. Elena se leva à nouveau, à peine, et fixa les lumières descendantes. Non, murmura-t-elle. Le feu l'a fait. Quelqu'un a crié. Elle ne savait pas qui, mais c'était primal, joyeux et brisé à la fois. La navette a atterri sur un sol solide après 40 minutes. Une rampe s'ouvrit avec un sifflement, et un drone médical s'avança rapidement pour les scanners chacun. Des échantillons de sang ont été prélevés, des noms ont été notés,
Et certains ont été escortés à bord immédiatement. Emen était l'une d'elles, ses jambes ne supportant plus son poids, et un officier galactique s'approcha d'Elena en tenant une tablette de données. « Vous êtes la participante qui est humaine ? Une fois le signal reçu, nous avons examiné à distance votre chambre de survie, dit-il, et elle hocha la tête. Vous avez commencé à brûler des substances natives de manière incontrôlée ? Elle ne répondit pas. Elle sortit simplement un seul éclat brûlé de sa poche et le lui tendit. L'officier l'examina. Sais-tu ce que c'est ? Non, répondit-elle. Il se tourna vers elle et dit, mais je sais comment le faire brûler. Envisagerais-tu de rejoindre la division de recherche appliquée sur la survie ? Les jumeaux européens lui faisaient signe de s'avancer depuis l'intérieur de l'écoutille tandis qu'elle le fixait un moment avant de se retourner pour faire face à Viken, qui était déjà à bord. Nous n'avons rien de tel dans nos archives. Le feu dans sa grotte s'était éteint il y a des heures, mais quelque chose de bien plus puissant s'était allumé à sa place, ni chaleur, ni lumière, un souvenir, un plan. Peut-être plus tard, dit-elle. Pour l'instant, je veux juste un repas chaud. Elle a gravi la rampe. La porte se ferma derrière elle alors que la navette s'élevait dans le froid qui s'amincissait. La surface de Calcet disparut sous eux, aspirée par les nuages et l'ombre. Et un nouveau protocole serait bientôt inscrit dans les bases de données de toutes les académies galactiques, quelque part bien au-dessus, demander à l'humain ce qui brûle après que le feu s'est éteint.